Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Mozzie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Le couloir sentait toujours le gari trempé et le kérosène. Des seaux de différentes couleurs bordaient les deux côtés comme des soldats fatigués, bleus, noirs, blancs cassés, avec des noms gravés sur leur corps pour que personne ne prenne, par erreur, l'eau d'autrui. Peggy avait appris très tôt que si l'on ne se réveillait pas avant 4 heures du matin, on faisait la queue éternellement, mendiant quelques litres supplémentaires lorsque la NEPA rétablissait enfin la lumière. Sa mère, maman Peggy, se levait encore plus tôt, nouant fermement son pagne avant d'allumer le réchaud à charbon pour préparer la bouillie et les akara, beignets de haricots, pour les clients. Son père rentrait parfois à la même heure de son travail de gardien de nuit, les yeux rouges, l'uniforme sentant la poussière et la fatigue. « Comment ont été les affaires ?» demandait doucement sa mère. La plupart des matins, il se contentait de soupirer et disait « Nous remercions Dieu », ce que Peggy traduisit lentement par « Rien n'a changé ». Dans leur pièce unique, l'espace était un sujet de dispute. Peggy et sa jeune sœur, Rita, partageaient un matelas fin poussé contre le mur, tandis que leurs parents dormaient sur un autre matelas plus près de la porte. La nuit, elles faisaient semblant de dormir, tandis que les voix étouffées de leurs parents flottaient au-dessus d'elles comme de la fumée. Les frais de scolarité n'attendent pas, chuchotait sa mère. Faisons en sorte de ne pas avoir honte, ces enfants. La voix de son père semblait toujours plus vieille dans l'obscurité. Où veux-tu que je trouve l'argent? Tu veux que je vole? Peggy fixait le plafond fissuré, la poitrine serrée. Elle réalisa que la pauvreté n'était pas seulement des assiettes vides, c'était la peur dans les yeux de sa mère et le silence qui suivait ces discussions. Dans un petit cahier de 40 pages, elle écrivait soigneusement son nom, puis ajoutait « expert immobilier ». Elle ne comprenait pas entièrement le titre, mais cela ressemblait à une porte dans un mur que tout le monde disait permanent. En classe de 4e, JSS 2, le repos devint un luxe que Peggy ne pouvait pas se permettre. Après l'école, alors que ses camarades posaient leurs sacs et discutaient de clips musicaux, elle se précipitait chez elle pour installer son petit salon de coiffure, sous le manguier près du portail de leur concession. Avec une chaise en plastique fissurée et un peigne aux dents manquantes, elle tressait les cheveux des enfants pour 50, parfois s'en era si la mère était généreuse. « Tati Peggy, ne tire pas ma tête haut », pleuraient les petites filles en grimaçant. Peggy riait doucement. « Si je ne tire pas un peu, la coiffure ne tiendra pas », la taquinait-elle, ses doigts bougeant rapidement. Quand le soleil s'adoucissait, elle aidait maman Kémy, leur voisine, à faire griller du maïs au bord de la route, tournant les épis avec précaution pour qu'ils ne brûlent pas. La fumée lui piquait les yeux, mais les pièces supplémentaires signifiaient du savon et parfois de la viande dans leur ragoût. Les week-ends étaient pires et meilleurs à la fois. Elle se réveillait tôt pour laver les vêtements des célibataires de la concession voisine, frottant les cols jusqu'à ce que ses doigts se rident et lui fassent mal. Leur radio diffusait de la musique forte pendant qu'elle se penchait sur des bassines en plastique, l'odeur du savon et de la sueur se mêlant dans l'air. Elle regardait depuis le balcon des filles de son âge assises sur les rambardes, commérant, se vernissant les ongles, discutant de leurs coups de cœur et de fêtes auxquelles elle n'avait jamais le temps d'assister. Quand le soleil se couchait et que son corps ralentissait enfin, Peggy s'asseyait en tailleur sur le sol de leur chambre, ouvrant son sac d'école. La lampe rechargeable projetait un faible cercle de lumière sur ses notes, mais elle forçait ses yeux à obéir. « Un jour, je me reposerai dans une maison avec du carrelage », se murmurait-elle. « Pour l'instant, j'avance petit à petit. » Rita se plaignait parfois, « Tu en fais trop. » Peggy se contentait de sourire. Son esprit était toujours tourné vers la petite boîte en fer blanc sous leur lit, où elle gardait ses précieuses économies froissées. Alan arriva dans leur école comme une nouvelle émission de télévision. Tout le monde avait soudain quelque chose à dire. Il était plus grand que la plupart des garçons de terminale, SS3, avec une allure désinvolte et un accent qui ne savait pas trop à quel endroit il appartenait. Les rumeurs disaient qu'il avait été transféré d'une meilleure école après la séparation de ses parents. En classe, il faisait des blagues, imitant les professeurs, alternant entre l'argot nigérian et le faux accent américain qu'il avait pioché dans les films. Lorsqu'il surprit Peggy en train de lire pendant la pause, il se moqua gentiment. « C'est dans les livres que tu vas manger ?» Elle leva les yeux, surprise. « Au moins, les livres ne me tromperont pas, » répliqua-t-elle, se surprenant elle-même. Il rit, impressionné. « Je t'aime bien.
tu as la langue bien pendue, et tes yeux sont intelligents. Pour la première fois, quelqu'un disait cela comme si c'était un compliment. Pas de problème. Ils commencèrent à rentrer ensemble après l'école, coupant à travers des rues étroites bordées de caniveaux et de linge suspendu. Alan parlait de grands rêves, de posséder une compagnie de transport, des flottes de bus avec son nom écrit en gras sur le côté. Peggy, oublie toute cette souffrance, disait-il en donnant un coup de pied dans une pierre qui atterrit dans le caniveau. Le jour où je perce, je te déménage, toi, ta mère, tout le monde d'ici. Tu verras. Debout près de l'eau sale qui emportait les déchets des gens, ces mots sonnaient comme une promesse tirée d'un autre monde. Elle serra ses livres plus fort, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Tu es sûr ?» demandait-elle doucement. Il se tapait la poitrine. « Je jure, je ne peux pas te laisser dans cette vie de caniveau. » La nuit, sur son matelas, ses promesses repassaient en boucle, adoucissant la dureté du bruit de la concession. Sa voix devenait un oreiller contre lequel elle pressait son cœur fatigué. Leur relation n'explosa pas. Elle se déploya lentement comme une lettre secrète. Alan commença à apparaître devant sa salle de classe avec du pain moelleux enveloppé dans du vieux papier journal et de l'eau fraîche en sachet. « Pour Madame Cerveau », disait-il en le déposant sur son bureau avec un grand sourire. En retour, Peggy l'aidait avec ses devoirs, guidant sa main alors qu'il essayait de comprendre l'algèbre ou la rédaction de résumés. « Si j'échoue, c'est toi que je tiendrai pour responsable », plaisantait-il en se penchant vers elle. Elle poussait légèrement son épaule, souriant. Après l'école, au lieu de se précipiter chez eux, ils s'attardaient près du portail, prolongeant les conversations jusqu'à la dernière minute possible. « Un jour, on sera dans notre propre maison, pas dans ce genre d'endroit, » disait Alan, pointant vaguement vers le ciel. Le soir, ils s'asseyaient sur des seaux renversés devant la maison de Peggy, sous des toits en zinc bruyant qui cliquetaient à chaque coup de vent. Rita les observait depuis l'embrasure de la porte, feignant le dégoût. « Les tourtereaux » marmonnait-elle, mais la nuit, elle demandait, « Tu es sûr qu'il va t'épouser ?» Peggy rougissait, « Laisse-moi tranquille. » Alan peignait des tableaux avec ses mots, du carrelage brillant sous ses pieds, une gazinière au lieu du charbon de bois, des rideaux assortis au canapé. « Tu vois, Dieu m'a envoyé pour changer ton histoire, » disait-il, la poitrine bombée. « Si je n'étais pas entré dans ta vie, tu serais juste là, à compter les seaux. » Elle le croyait. Elle commença à le voir comme un pont entre le monde qu'elle connaissait et l'avenir dont elle rêvait. Elle ne remarquait pas à quel point ses yeux brillaient un peu plus fort chaque fois qu'elle le regardait comme s'il était son sauveur. La saison des examens, WAEC, arriva avec son lot d'inquiétudes. Des brochures et des annales couvraient le lit de Peggy, se mélangeant à la frustration de Rita face au manque d'espace. À 3 heures du matin, elle était éveillée, récitant des formules à voix basse pendant que la concession ronflait. Alan, comme d'habitude, plaisantait en disant « L'examen ne tue personne. » Non, c'est seulement la peur qui tue les gens. Ils s'asseyaient parfois ensemble sous l'arbre pour essayer de lire. Mais tandis que le stylo de Peggy avançait régulièrement sur la page, l'attention d'Alan ne cessait de dériver vers les filles qui passaient, les voitures qui passaient, le temps qui passait. Quand les résultats tombèrent enfin, les siens étaient corrects. Assez bons pour l'école polytechnique, pas assez pour la médecine qu'elle avait secrètement imaginée. Ceux d'Alan étaient éparpillés comme des assiettes cassées. Quelques matières validées ici et là, rien de sérieux. Après l'obtention du diplôme, la véritable séparation commença. Alan trouva un petit boulot dans une imprimerie grâce à un oncle et devint rapidement obsédé par l'idée de gagner de l'argent réel. Peggy, quant à elle, installa un petit kiosque de provisions pour sa mère près du carrefour, vendant de l'eau en sachet, des bonbons et des biscuits aux conducteurs de moto-taxi, Okada, tout en courant après les formulaires d'admission. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Alan annonça nonchalamment « Je pourrais juste laisser tomber cette histoire d'école, tu sais. Je vais me concentrer sur le business. L'école, ce n'est pas pour tout le monde. » La peur piqua le cœur de Peggy, mais elle ravala ses mots. « C'est comme tu veux, » dit-elle doucement, ne voulant pas donner l'impression qu'elle ne le soutenait pas. À l'intérieur, cependant, elle s'accrochait à son propre rêve d'école comme à une bouée de sauvetage en eau profonde. La nuit, ils regardaient toujours le même ciel sans étoiles, mais leur chemin avait doucement commencé à prendre des directions différentes. Les mois s'étirèrent dans un flou de files d'attente, de formulaires et de déceptions jusqu'à un après-midi où le facteur cria son nom au portail de la concession. Lettre pour Peggy. Il agita une enveloppe brune en l'air tandis que les enfants couraient à côté de lui.
Ses mains tremblaient en la prenant, le cœur battant la chamade. À l'intérieur se trouvait la lettre d'admission, gestion immobilière à temps partiel dans une école polytechnique dont elle n'avait entendu parler qu'en passant. Ce n'était pas l'université et ce n'était pas à temps plein, mais c'était à elle. Jésus, merci, chuchota TL, les larmes brouillant les mots sur la page. Sa mère la serra fort, sentant l'huile de palme et la fumée. Au moins une personne brisera ce cycle, dit maman, la voix épaisse. Son père hocha la tête silencieusement dans un coin, une douceur inhabituelle dans les yeux. N'oublie juste pas d'où tu viens, marmonna-t-il. Ce soir-là, Peggy se précipita pour partager la nouvelle avec Alan au carrefour, l'espoir bouillonnant dans sa poitrine. Il écouta, à moitié souriant, à moitié renfrogné. Temps partiel, répéta-t-il. Donc tu vas continuer tes allées et venues? Elle rit légèrement, essayant de garder l'atmosphère joyeuse. C'est un début. Je gérerai le travail et l'école. Gestion immobilière, Alan. J'apprendrai tout sur les terrains, les bâtiments, comment la brousse devient une ville. Il haussa les épaules, faisant sauter ses clés de voiture d'une main à l'autre. Tu veux aller parler avec de grands mots anglais pendant que je gagne de l'argent réel sur la route. Son ton était plaisantin, mais il y avait une pointe de dureté en dessous. Elle l'ignora, se lançant dans une explication passionnée sur la façon dont les gens achètent des terres quand elles semblent inutiles et attendent. Un jour, cela vaudra beaucoup, dit-elle, les yeux brillants. Il hocha vaguement la tête, vérifiant déjà son téléphone. Elle rentra chez elle heureuse quand même, ne sachant pas que c'était la première petite fissure dans sa fierté. Le monde d'Alan passa de l'encre et du papier au moteur et au klaxon. Il quitta l'imprimerie, commença à charger des bus au parc automobile, et devint bientôt le garçon préféré des chauffeurs de Danfo, minibus. L'argent était sale, mais régulier, des billets froissés, du cash quotidien. Il se surclassa rapidement. Nouveau téléphone, montre-bracelet couleur or, fausses pantoufles de marque qui claquaient bruyamment contre le sol quand il marchait. Au parc, il n'était plus juste Alan. Il était chauffeur Alan, le gars qui avait toujours de la monnaie, qui pouvait payer des bières aux gars. Peggy, pendant ce temps, jonglait entre les cours et le kiosque de provisions, sautant du campus à la boutique avec son sac toujours lourd et ses yeux toujours fatigués. Chaque fois qu'elle allait le retrouver au parc, elle remarquait le changement de couleur autour de lui. Des filles avec du rouge à lèvres voyant et des jeans serrés s'appuyaient contre les bus, riant trop fort à ses blagues. Il se tenait entre deux d'entre elles, les bras passés nonchalamment autour de leurs épaules, lançant des commentaires. Un jour, quand elle toucha légèrement son bras et demanda « C'est qui cette fille qui t'appelle toujours Baby Driver ?», il retira sa main brusquement. « Ce sont juste des clientes maintenant. Arrête d'agir comme une épouse », claqua-t-il, les yeux durs. Les mots la frappèrent comme une gifle. Je demandais juste, bégaya-t-elle. Il leva les yeux au ciel, se retournant vers ses clients. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise sur ses notes, sa poitrine lui faisait mal à un endroit qui n'avait rien à voir avec les études. Elle soulignait des phrases encore et encore, faisant semblant que la fissure dans son cœur ne s'agrandissait pas. Le changement ne vint pas comme une grande explosion. Il vint comme de minuscules coups de poignard qui saignaient lentement. Un samedi, Peggy économisa et s'acheta une robe simple pour l'église, unie mais soignée, bleu tendre. Quand elle demanda timidement à Alan « Comment je suis ?», il la scana de la tête aux pieds et ricana « Tu t'habilles comme une institutrice de village, tu sais, tu pourrais pimenter un peu les choses. » Elle rit faiblement, lissant le tissu. Au moins, c'est propre. Il haussa les épaules, répondant « Propre ne fait pas tourner les têtes. » Alors qu'il passait devant une boutique, il pointa un mannequin dans une tenue pailletée. « Regarde, cette robe est belle, non ? C'est comme ça que les femmes des grands hommes s'habillent. Pas ce style de vendeuse de marché que tu as. » Les autres garçons gloussèrent. Peggy força un sourire pour que sa gorge ne la trahisse pas. « Un jour, j'achèterai mon propre style, » dit-elle doucement. Les insultes devinrent plus audacieuses quand il était avec ses amis. Debout au carrefour un après-midi, il passa un bras autour de ses épaules, puis se tourna vers son équipe. « Je vous en prie, conseillez cette fille. Quel homme riche va la voir comme ça et dire « c'est la bonne ?» Ils éclatèrent de rire. Quelqu'un ajouta « elle sent la morue séchée et la poussière de la marche à pied. » Peggy sentit ses oreilles brûler alors que leurs mots tranchaient sa mince fierté. Elle essaya de plaisanter en retour. « Ne fais pas attention à eux, » se dit-elle plus tard, assise seule sur leur matelas pendant que Rita dormait.
Il ne le pense pas vraiment. Il joue juste. Mais la nuit, quand elle s'agenouilla pour prier, sa voix tremblait. Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas mes rêves me faire le perdre. Aide-moi juste à changer ma vie et à garder mon amour, chuchota T.L., des larmes tombant silencieusement dans ses mains jointes. La vie devint un emploi du temps compliqué. Les matins au kiosque, les après-midi dans les amphithéâtres, les soirées dans les bus publics à lire des polycopiés sous des lumières faibles. Le sac de Peggy était toujours lourd de manuels et de collations à vendre. Son corps toujours à moitié fatigué. Quand Alan appelait et disait « Viens au parc, on se détend ». Elle regardait ses dates limites de devoir et essayait de négocier. « Je peux venir plus tard ? J'ai des contrôles demain. » À l'autre bout du fil, son soupir était long et bruyant. « Tu as commencé, à chaque fois, les livres, les livres, les livres. Tu penses que tu vaux mieux que tout le monde ?» L'accusation semblait injuste, mais elle l'avala. « Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'essaie juste. » Il la coupait, « Je t'en prie, garde tes explications. Si tu ne veux pas venir, pas de problème. » L'appel se terminait par un clic qui résonnait dans sa poitrine. Un après-midi, la tension déborda finalement en public. Peggy alla le surprendre au parc avec de la nourriture dans une petite glacière, du riz et du ragoût empruntés à leur marmite à la maison. Elle le trouva appuyé sur un banc faux, entouré de ses amis. « Bébé, j'ai apporté à manger », dit-elle en souriant nerveusement avant de pouvoir ouvrir la glacière. Il éleva la voix, « Peggy, tu rêves avec toutes ces bêtises de gestion immobilière. Qu'est-ce que ça t'a apporté ?» Ses amis rirent, sentant le drame. Il continua, « Les filles comme toi finissent par vendre du pain. Si tu as de la chance, tu seras ma femme de receveur de bus. » Le rire cette fois semblait plus fort, plus lourd. Quelqu'un l'imita en train de marcher avec un sac de pain sur la tête. La glacière faillit glisser de ses mains. « Alan, pourquoi tu dis ça maintenant ?» chuchota T.L., les yeux brillants. Il haussa les épaules. « Je te dis juste la vérité. » Elle se tourna et s'éloigna. L'odeur du ragoût s'élevant de la glacière se mélangeait à l'odeur âcre de l'humiliation. Après ce jour au parc, Peggy essaya d'arranger les choses. Elle envoya des textos s'excusant d'être trop sérieuse, suppliant pour une chance de s'expliquer. Alan répondait par des phrases brèves ou laissait les messages en vue. Son cœur vivait dans sa gorge, attendant que son humeur s'adoucisse. Un soir, alors qu'elle pliait des vêtements dans leur chambre, son téléphone sonna. Voyant son nom, elle se précipita dehors, à bout de souffle. « Alan, » dit-elle, l'espoir tintant le mot. Sa voix était plate. « Écoute, ne faisons pas traîner ça. Je ne peux pas traîner avec une fille qui n'a même pas de diplôme. Je monte en grade maintenant. Tu n'es plus à mon niveau. Je t'en prie, libère-moi. » Le mot l'ouvrit en deux. « On peut parler en personne, s'il te plaît ? Rencontrons-nous. » Il l'interrompit, « Pourquoi faire ? Pour pleurer ? Je n'ai pas le temps. Je ne veux pas de problème. Bonne nuit. » La ligne devint morte, la laissant tenir un téléphone qui semblait soudain lourd comme une pierre. Plus tard cette semaine-là, en rentrant de l'école, elle le vit. Il se tenait devant une banque, portant une chemise neuve, le bras verrouillé avec assurance à celui d'une fille en tenue de bureau ajustée dont le badge se balançait au cou. Ils riaient ensemble, tête se touchant. « C'est son niveau maintenant », chuchota quelqu'un du quartier à côté de Peggy, une fille de banque. Elle passa devant eux comme si elle était invisible, son cœur ralentissant, puis accélérant, puis donnant l'impression qu'il n'était plus là du tout. Cette nuit-là, sur le mince matelas qu'elle partageait avec Rita, elle tourna son visage vers le mur et pleura doucement, secouant le lit. Rita se réveilla, toucha son épaule. « Non, Alan » demanda-t-elle doucement. Peggy ne put répondre. Elle sanglota seulement plus fort. Au milieu de la douleur, une petite graine amère de résolution se planta d'elle-même. Si l'amour pouvait être retiré parce qu'elle n'était pas à son niveau, elle construirait son propre niveau où personne ne pourrait plus regarder la fille de haut. Les jours après la rupture s'étirèrent comme l'harmattan, secs, poussiéreux, sans fin. Peggy arrêta d'aller près du parc. Elle effaça le numéro d'Alan, puis le mémorisa à nouveau dans sa tête contre sa volonté. Chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur sautait, puis coulait quand ce n'était pas lui. Mais lentement, l'acuité de la douleur commença à s'émousser, remplacée par quelque chose de plus féroce.
Elle se jeta dans ses cours comme si c'était une bouée de sauvetage. À la bibliothèque, elle s'asseyait dans le coin le plus proche de la fenêtre, soulignant des phrases sur les lois foncières et l'évaluation immobilière jusqu'à ce que les pages se déchirent presque. Les professeurs commencèrent à remarquer. « Encore vous ?» L'un d'eux la taquina gentiment alors qu'elle s'approchait après le cours avec plus de questions. « Monsieur, je ne veux pas rester là où je suis, » répondit-elle calmement. Il s'adoucit. « Gardez ce feu. Cela vous aidera plus que la promesse d'un homme. » Au kiosque de provisions, les oreilles de Peggy devinrent des portes pour l'information au lieu des commérages. Alors que les clients achetaient du pain, du sucre ou des cartes de recharge, ils se plaignaient des augmentations de loyers, des problèmes de propriétaires, des disputes foncières familiales. « Ce propriétaire va tuer quelqu'un », dit une femme en claquant des pièces. Chaque année, une nouvelle histoire. Peggy écoutait, classant les réalités derrière les théories qu'elle étudiait en classe. À la maison, sa mère remarqua qu'elle avait cessé de mentionner le nom d'Alan. « Toi et ce garçon ? Vous ne vous parlez plus ?» demanda maman Peggy avec précaution un soir. « On va bien » dit Peggy, les yeux sur la marmite, remuant le ragoût trop vigoureusement. Sa mère soupira, les yeux sages. « Ne laisse le départ de personne t'achever. Utilise-le pour te pousser. » Ces mots rejoignirent ceux des professeurs dans son esprit. Une nuit, en regardant son vieux carnet où elle avait écrit expert immobilier à côté de son nom, elle posa sa main dessus et chuchota, « À partir d'aujourd'hui, personne ne sera mon échappatoire. Je serai ma propre route. » L'opportunité se présenta sous la forme du cousin d'un voisin qui portait des chemises trop grandes et sentait toujours le désodorisant pour voiture. « Je travaille avec une petite agence immobilière, » dit-il un soir en achetant des biscuits. « Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous suivre sur le site et faire un peu de travail de bureau. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais tu apprendras. » Le cœur de Peggy bondit. « L'immobilier ?» demanda-t-elle. « Comme les terrains ?» Il hocha la tête en haussant les épaules, « Surtout suivre les clients en brousse, c'est sûr. » Elle sourit, « Ça me va. » La première semaine, elle apprit ce que la brousse signifiait vraiment. De longs trajets dans des voitures délabrées vers des endroits où les routes disparaissaient et où il ne restait que des sentiers étroits. Sous le soleil impitoyable, elle suivait les agents seniors, tenant des dossiers et essayant d'avoir l'air professionnel alors que la sueur coulait dans son dos. Certains jours, les clients ne se présentaient pas après des heures d'attente. Ils restaient debout sous des arbres maigres, écrasant les moustiques, maudissant la circulation. « Tu mustes avoir l'esprit fort dans ce travail », lui dit un agent plus âgé, oncle Ben. « L'argent ne rentre pas tous les jours. » Mais Peggy n'était pas découragée. Elle mémorisait les noms de lieux, épais, Ibejuleki, les répétant pour elle-même comme une écriture sainte. Elle apprit à lire les plans cadastraux, à comprendre les coordonnées, à repérer quand un terrain était marécageux ou sec juste à l'odeur et au toucher. La nuit, elle s'effondrait sur son lit, le corps endolori mais l'esprit en ébullition. Elle ouvrit un nouveau carnet et écrivit futur sur la première page. En dessous, elle remplit des lignes avec tout ce qu'elle avait vu. Zone près d'Eleco, broussailleuse mais proche de la voie express. Potentiel si la route se termine. Plus elle écrivait, moins la honte avait de place dans sa vie. Elle ne se sentait plus comme la fille dont Alan avait dit qu'elle finirait par vendre du pain. Elle commençait à se sentir comme une femme collectant tranquillement les clés de porte que personne ne pensait qu'elle toucherait un jour. Cela arriva un mardi qui avait commencé comme une déception. Un jeune couple entra dans le bureau, le bébé attaché au dos de la femme, l'inquiétude gravée sur leur visage. « Ils veulent un terrain, » dit le mari, « mais cet argent est tout ce que nous avons. » La plupart des agents les avaient gentiment éconduits. La commission était maigre et le stress pour les convaincre semblait disproportionné. Peggy sentit un pincement au cœur. « Laissez-moi m'occuper d'eux, » dit-elle à son patron. Une fois sur place, debout devant une parcelle modeste, le couple fixait les herbes hautes avec suspicion. « Cet endroit ressemble à la brousse, » dit la femme. « Comment on va construire ici ?» Peggy sourit, se remémorant tous les lieux qu'elle avait vus se transformer. « Toutes les villes que vous connaissez aujourd'hui n'étaient que de la brousse au départ, » répondit-elle. Elle traça des lignes dans le sable avec un bâton, expliquant où la route passerait, où d'autres lotissements commençaient à sortir de terre. Ces mots étaient simples, mais sa confiance était inébranlable. Le couple échangea un regard alors que leur bébé s'agitait. « Tu es sûr qu'on ne va pas regretter ?» demanda le mari. « Je ne peux pas jurer de quoi demain sera fait », répondit Peggy honnêtement,
mais je peux vous dire ceci, ce n'est pas la pire décision que vous prendrez. C'est un début. Sa sincérité les désarma. Ils payèrent. De retour au bureau, une fois l'affaire conclue, son patron lui tendit une enveloppe. « Ta commission », dit-il presque nonchalamment. Plus tard, lorsqu'elle l'ouvrit dans les toilettes, elle eut le souffle coupé. Ce n'était pas une fortune, mais c'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais tenu en une seule fois. Gagné grâce à quelque chose qui venait de son esprit et de sa bouche. Elle en rapporta une partie à la maison, la déposant doucement dans les mains de sa mère. « Pour la nourriture », dit-elle. Sa mère la fixa, les yeux écarquillés, puis la serra fort dans ses bras. Elle plia le reste et le cacha au fond de sa boîte en fer-blanc. Cette nuit-là, elle resta éveillée, la main posée sur la boîte, ayant l'impression de tenir le début de son avenir, fait de métal et de papier. Le surnom commença d'abord comme une blague. « Regardez, la fille des terrains », criaient les enfants quand ils voyaient Peggy passer en coup de vent avec ses chaussures poussiéreuses. Son sac à main rebondissait contre son flanc, les plans cadastraux coincés sous le bras. Ses sandales étaient tachées en permanence par la terre rouge des visites de sites interminables. Mais elle portait cette poussière comme un insigne d'honneur plutôt que comme une gêne. Chaque notification sur son téléphone devenait un client potentiel. Son statut WhatsApp alternait entre des photos de parcelles isolées et des citations motivantes sur l'importance de ne pas mépriser les petits commencements. Les gens du quartier le remarquèrent. Les voisins, autrefois dédaigneux, demandaient maintenant « Ce terrain que tu vends, c'est du sérieux ». Elle souriait, donnant des conseils gratuitement, veillant à ne pas donner l'impression d'avoir oublié qui elle était autrefois. Rita, maintenant au lycée, adorait la taquiner. Madame Imo, Madame Terrain, chantonnait-elle en suivant Peggy dans leur chambre. Un jour, alors que Peggy ajustait sa jupe pour une énième visite, Rita posa son menton sur son épaule. « Tu sais que tu changes, Abby ?» demanda-t-elle. « Comment ça ?» Peggy fronça les sourcils. « Tu te tiens différemment. Avant, tu étais toujours courbé, comme si tu t'excusais d'exister. Maintenant, tu as les épaules un peu plus hautes. » Peggy rit, surprise et touchée. « C'est peut-être le soleil qui les remonte », plaisanta-t-elle. Mais plus tard, en marchant dans les mêmes rues où Alan l'avait autrefois taquiné, elle remarqua la différence. Lorsque le minibus d'Alan passait en vrombissant, musique à fond et passagers bruyants, elle ne baissait plus la tête de honte. Elle s'écartait simplement, le téléphone collé à l'oreille, discutant de perspectives foncières d'une voix qui ne tremblait plus. Elle n'était pas encore riche, mais pour la première fois, elle ne mendiait plus à l'intérieur d'elle-même. Elle construisait. La famille arriva au bureau comme une petite tempête, 3 adultes parlant en même temps, agitant des papiers, les traits creusés par l'inquiétude. « Nous devons vendre ce terrain maintenant », dit l'homme le plus âgé en claquant les documents sur la table. « Notre sœur est à l'hôpital. Les factures n'attendent pas. » L'emplacement sur les papiers fit siffler doucement certains agents, loin, en brousse, problématique. « Personne ne va acheter ça vite », chuchota l'un d'eux. Peggy prit le dossier, le cœur battant déjà la chamade. Ce soir-là, elle visita la parcelle avec Tara, une collègue devenue son amie. La zone était calme, presque trop calme, des herbes hautes, une route étroite non goudronnée, quelques maisons éparses au loin. « C'est mort ici », dit Tara en essuyant la sueur de son front. « Mais regarde ce petit panneau », répondit Peggy en pointant du doigt. « Il prévoit un lotissement là-bas. Et ce marquage. Une nouvelle route gouvernementale. Si les deux se réalisent, ce terrain ne restera pas comme ça. » De retour chez elle, elle étala le plan cadastral et les cartes sur son lit comme un puzzle. Sa calculatrice cliquetait alors qu'elle murmurait des chiffres. S'ils achetaient maintenant et gardaient le terrain un moment, le profit pourrait être significatif. Si rien ne changeait, ses économies s'enfonceraient dans le sable. La peur la saisit. Elle pensa aux mains fatiguées de sa mère, au ragot du quartier si elle échouait, au murmure de la voix d'Alan la traitant d'idiote. Tara l'appela tard ce soir-là. « Peggy, je suis partante. Si on perd ensemble. Si on gagne ensemble. » Cette solidarité la poussa à franchir le pas. Le lendemain, les doigts tremblants, elle transféra tout ce qu'elle avait économisé pendant des années. Lorsque la notification de débit quitta son compte, elle se sentit nue et exposée, comme si elle se tenait en public sans vêtements. Mais sous la peur, quelque chose d'autre pulsait. Le courage. Les premiers mois après l'achat furent une leçon d'attente.
Peggy et Tara visitaient le terrain occasionnellement, juste pour se rassurer qu'il était toujours là, inchangé. Parfois, elle se tenait au milieu de la brousse, les mains sur les hanches, plissant les yeux vers l'horizon comme si elle pouvait forcer le développement à apparaître. « Sommes-nous folles » demandait Tara, mi-riant, mi-terrifiée. « Peut-être » répondait Peggy en donnant un coup de pied dans la terre. La nuit, elle ouvrait son application bancaire, fixait le solde presque vide et ravalait sa panique. Sa mère remarqua cette tension supplémentaire. « Tu n'as pas d'ennui, Abby » demanda-t-elle. « Non, maman » mentit doucement Peggy. « J'investis. » Sa mère secoua la tête. « Rappelle-toi juste, la terre ne te mangera pas, mais la faim le peut. » Pourtant, elle cuisinait un peu plus pour sa fille, comprenant plus qu'elle ne le disait. Puis, comme une rumeur, les nouvelles commencèrent à filtrer. D'abord, un bruit de couloir. Une nouvelle route était en train d'être nivelée pas très loin de leur terrain. Puis la confirmation. Un petit domaine privé avait commencé à défricher la brousse à 1 kilomètre de là. Soudain, l'oncle Ben et d'autres agents commencèrent à mentionner la zone avec un nouveau respect. « Tu as entendu dire que ce côté-là s'ouvre » demanda-t-il un après-midi. Les yeux de Tara rencontrèrent ceux de Peggy. Leurs cœurs firent un bond. Elles décidèrent de tâter le terrain en mettant discrètement leur parcelle en vente. Les appels commencèrent à arriver. Les négociations furent tendues, mais finalement, des mois plus tard, un acheteur paya presque le triple de leur prix d'achat. Lorsque l'alerte de virement apparut sur le compte de Peggy, elle s'assit sur son lit, le téléphone à la main, incapable de bouger. Les larmes coulèrent avant même qu'elle ne réalise qu'elle pleurait. Rita fit irruption. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Peggy rit à travers ses larmes, lui tendant le téléphone. « La brousse s'est transformée en or » murmura-t-elle. Ce jour-là, elle réalisa que sa vie n'était plus seulement une question de survie. C'était une question de multiplication. Le succès ne transforma pas Peggy en quelqu'un d'autre du jour au lendemain, mais il affûta ses compétences. Au cabinet, les gens commencèrent à demander « Que penses-tu de cette zone ?» lorsqu'ils cherchaient de nouvelles opportunités. Même les agents seniors qu'il avait autrefois ignorés traînaient maintenant autour de son bureau, faisant semblant de discuter tout en glissant des plans vers elle. Elle restait humble, mais à l'intérieur, une confiance tranquille grandissait. Le soir, elle restait tard, étudiant des cartes, lisant les annonces gouvernementales, apprenant à interpréter le langage derrière les projets de route et les futurs développements. Sur son petit téléphone, elle commença à publier des conseils immobiliers simples sur les réseaux sociaux. Ne vous précipitez pas sur un terrain bon marché sans vérifier le titre de propriété. Brousse aujourd'hui, ville demain. Les réponses affluaient au compte-gouttes. Tu connais ton affaire, hein, écrivaient des inconnus. Apprends-nous en plus. Parfois, quand elle se couchait le soir, les vieux mots d'Alan remontaient encore à la surface. Les filles comme toi finissent par vendre du pain. Mais maintenant, au lieu de la blesser, il la faisait presque sourire. Un week-end, en marchant dans le marché, elle vit une vendeuse de pain équilibrant son plateau avec une grâce exercée. Pendant un instant, Peggy imagina une vie alternative où elle n'aurait jamais pris de risques, n'aurait jamais quitté le kiosque, n'aurait jamais suivi l'oncle Ben dans aucune brousse. Sa poitrine se serra de gratitude. Elle murmura un merci, à la fois à Dieu et à la douleur qui l'avait poussée. Au carrefour du parc, elle aperçut de nouveau Alan, criant après un passager pour de la monnaie, la chemise trempée de sueur. Il ne la vit pas. Elle l'observa silencieusement quelques secondes, puis se détourna, le téléphone collé à l'oreille, discutant d'un nouvel emplacement près d'une zone industrielle émergente. Elle en avait fini de vivre uniquement dans les endroits qu'il pouvait voir. Le client qui changea sa trajectoire était un homme à la voix douce qui conduisait un vieux SUV bien entretenu. Elle l'avait aidé à acheter une petite parcelle pour sa famille quelques mois plus tôt, le guidant patiemment à travers ses peurs et ses questions. Un après-midi, il vint au bureau avec un autre homme à la chemise impeccable et aux yeux calmes. « Voici Glenn » dit le client. « Il dirige une plus grande société immobilière. Je lui ai dit que tu étais différente. » Les paumes de Peggy devinrent moites alors que Glenn l'étudiait. « J'ai entendu dire que vous aviez repéré quelques bons emplacements, dit-il. Pouvons-nous parler ?» Dans son bureau plus tard cette semaine-là, tout semblait plus grand, les baies vitrées, la climatisation silencieuse, les cartes imprimées sur du papier glacé. Il lui demanda de lui expliquer comment elle avait choisi cette parcelle en brousse qu'elle avait vendue avec profit. Elle expliqua étape par étape, la voix posée malgré son cœur qui battait la chamade.
Glenn écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Quand elle eut fini, il se recula. La plupart des gens ne voient que ce qui est devant eux, dit-il. Vous semblez voir ce qui pourrait être. J'aime ça. Ses joues s'empourprèrent. J'apprends encore, monsieur, répondit-elle. Il sourit légèrement. Bien, ne vous arrêtez pas. Je vous offre un poste ici, pas seulement comme agent, mais comme partenaire junior sur quelques projets. Risque plus élevé, récompense plus élevée. Vous serez dans des salles où les décisions sont plus grandes que de simples parcelles, mais cela vous fera grandir. La peur et l'excitation luttaient en elle. Elle pensa à son quartier, à sa mère, à Rita, au seau d'eau, aux insultes. Je vais essayer, dit-elle finalement. Je travaillerai très dur. Ce soir-là, en signant le nouveau contrat, sa main trembla, mais pas de doute. Elle entrait dans une pièce qu'elle croyait autrefois fermée aux gens comme elle. Le cabinet de Glenn ressemblait à un autre monde. Ils ne se disputaient pas pour une ou deux parcelles. Ils discutaient de clusters, de corridors et de futurs pôles d'activité. Les réunions étaient longues, remplies de termes qui donnaient le tournis à Peggy au début, usage mixte, densité, droit de passage. Les architectes étalaient des dessins sur des tables brillantes, parlant de hauteur de bâtiments et de ventilation. Les géomètres pointaient des cartes avec l'assurance de leurs pointeurs laser. Les avocats effrayaient tout le monde avec des histoires de titres de propriété douteux. Au début, Peggy restait assise tranquillement au bord de la salle, griffonnant des notes jusqu'à ce que son poignet lui fasse mal. Elle se sentait petite, comme la pauvre fille qui faisait autrefois la queue pour de l'eau à 3 heures du matin, assise maintenant parmi des gens qui semblaient nés dans des bureaux climatisés. Mais Glenn continuait de l'impliquer. Chaque fois que les discussions tournaient vers certaines zones à la périphérie de la ville, il faisait une pause. « Peggy, tu as arpenté cet axe. Comment est le terrain? Y a-t-il de l'activité là-bas » Elle s'éclaircissait la gorge et partageait ce qu'elle avait vu, comment les bus circulaient, où les marchés se formaient, comment les locaux parlaient de l'arrivée du gouvernement. Ces histoires pratiques de terrain donnaient de la chair aux lignes sèches sur la carte. Lentement, les têtes se tournaient davantage quand elle parlait. Après une réunion, Travis, un chef de projet chevronné aux tempes grisonnantes, lui tapa sur l'épaule. « Tu as l'œil, tu sais, dit-il. Ne laisse pas ces gens avec leur grand vocabulaire te réduire au silence. » Elle rit, la tension s'apaisant. Elle ne portait plus seulement des dossiers. Elle portait une vision. Et cette fois, personne ne qualifiait ses rêves d'absurdité. L'opportunité se présenta déguisée en chaos. Une grande étendue de terrain près d'une gare routière plus qu'animée était discrètement mise en vente. Sur le papier, cela semblait désordonné, pas de clôture claire, des ateliers de mécanique éparpillés, des conteneurs faisant office de boutiques, et de vieilles camionnettes garées comme si le sol lui-même leur devait un loyer. De nombreuses entreprises l'évitaient. Trop de problèmes, disait-il. Glenn, cependant, convoqua une réunion stratégique. Si nous pouvons dompter cela, dit-il en pointant la zone sur une carte, nous pouvons créer une mini-ville ici, des commerces en bas, de petits appartements au-dessus. Pensez au trafic, à la fréquentation. La salle bourdonna d'un intérêt prudent. Certains doutaient. Ces locataires ne partiront pas facilement, avertit un avocat. Nous passerons des années au tribunal. Peggy regarda la zone encerclée et ressentit un mélange étrange de familiarité et de malaise. Le monde de la gare routière était le monde d'Alan, le bruit, les fumées, les débrouillards. Pourtant, maintenant, on lui demandait d'aider à transformer un endroit similaire en quelque chose de mieux. Glenn se tourna vers elle. « Tu as déjà travaillé autour des parcs. Qu'en penses-tu » Elle déglutit, puis décrivit à haute voix comment les gens se déplaçaient, où les boutiques pourraient prospérer, comment concevoir le tout pour que ceux qui perdaient leur baraque puissent au moins voir des options futures. Travis hocha la tête pensivement. « Nous aurons besoin d'une étude approfondie, dit-il. Glenn approuva. « Travis, toi et Peggy, vous dirigerez le travail de terrain. Parlez aux occupants, vérifiez chaque document, ressentez la zone. » À la fin de la réunion, le cœur de Peggy battait fort. Elle était à la fois excitée et hantée. Qui aurait cru que la fille autrefois moquée au carrefour planifierait maintenant ce qui se trouvait à côté d'une gare routière? Les semaines suivantes furent pleines de poussière, de signatures et de sourires crispés. Peggy et Travis visitèrent le site à plusieurs reprises, passant des boutiques conteneurs au hangar de fortune des mécaniciens. Des hommes en bleu de travail tachés d'huile les regardaient avec suspicion.
Nous sommes ici depuis 10 ans, se vantait un mécanicien. Personne ne peut venir nous chasser comme ça. Des femmes vendant de la nourriture sous des parasols écoutaient d'une oreille méfiante tandis que Travis expliquait que, si le terrain était acheté, il y aurait des changements, mais pas de violence du jour au lendemain. Peggy observait leur visage, se souvenant de la peur de sa mère chaque fois qu'un propriétaire faisait allusion à une augmentation de loyer. Nous nous assurons que les préavis soient clairs, promit-elle doucement. Pas de surprise à minuit. Certains croyaient, d'autres ricanaient. La documentation fut une autre bataille. De faux plans cadastraux apparaissaient de nulle part. Les noms sur les papiers ne correspondaient pas au visage sur le terrain. Les avocats gémissaient. Glenn insista, nous clarifions chaque signal d'alarme où nous partons. Peggy passa de longues soirées au bureau avec Travis et l'équipe juridique, recoupant les dates, traçant l'historique de propriété. Ce travail n'est pas une blague, marmonna Travis un soir en desserrant sa cravate. Une erreur et des millions s'envolent. Peggy hocha la tête, les yeux piquants de fatigue. Au moins, nous ne jouons pas à l'aveugle, dit-elle. Finalement, après des négociations épuisantes, des paiements échelonnés et des signatures interminables, le document final arriva. Glenn réunit l'équipe principale dans la salle du conseil. Félicitations, dit-il en plaçant l'acte de cession sur la table. De clôture à clôture, ce terrain est à nous maintenant. Tout le monde applaudit. Peggy toucha brièvement le dossier, un frisson la parcourant. Quelque part sur ce même terrain, des gens vivaient encore comme si rien n'avait changé. Elle pria silencieusement pour qu'il soit traité avec plus de dignité que sa famille ne l'avait connu. Elle ne savait pas encore que l'un de ses locataires obstinés était un fantôme de son passé. C'était un après-midi lent et calme au bureau, le genre où même l'air semblait somnole. Peggy était assise à son bureau, examinant un rapport de site sur son ordinateur portable, quand son téléphone vibra avec une notification WhatsApp. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, s'attendant au numéro d'un client. Au lieu de cela, c'était un contact enregistré qu'elle ne reconnaissait plus par son nom, juste des chiffres. « Salut Peggy », disait le message. Longtemps. Son cœur trébucha. Seules certaines personnes l'appelaient Peggy, pas Madame ou Tantine. Elle remonta le fil, pas d'historique de discussion. « C'est qui » tapa-t-elle. La réponse vint rapidement, un émoji rieur, et puis, pour que tu n'oublies pas ton gars, Alan. Ses doigts devinrent froids. Pendant quelques secondes, elle resta figée, les souvenirs soudainement vivants, les sauts, les caniveaux, les insultes, les larmes. « Qu'est-ce que tu veux » répondit-elle finalement, essayant de calmer sa respiration. Il envoya une note vocale, le ton aussi vantard que jamais. « J'ai enfin fait ce mouvement, je te le dis, il y a des années, dit-il. J'ai acheté une grande camionnette, je l'ai convertie en maison. C'est pas Banana Island, mais au moins on ne m'en dit pas chez le propriétaire. Je me suis dit, tiens, je vais me rappeler de toi. Tu es toujours avec ton petit visage ? Viens vivre dedans avec moi. Tu ne souffriras plus. » Les mots rampèrent sous sa peau comme des fourmis. Comme si dans son esprit, elle était toujours piégée dans la même vie, attendant d'être sauvée. Une photo suivie, une camionnette repeinte, positionnée fièrement dans une cour délabrée. La peinture ne pouvait cacher son âge. Des gens s'affairaient en arrière-plan. Peggy sentit la colère monter, puis quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Pendant un instant, Peggy faillit supprimer toute la conversation, le pouce planant au-dessus de l'écran. Sa poitrine brûlait d'une vieille humiliation. « Viens vivre dedans avec moi. Tu ne souffriras plus. » Comme si toute son existence pouvait se résumer à la souffrance, attendant son salut de la taille d'une camionnette. Elle verrouilla son téléphone, essaya de se concentrer sur son rapport, puis le déverrouilla à nouveau, attirée par l'image. Cette fois, elle zooma, laissant l'image s'agrandir jusqu'à ce que l'arrière-plan devienne net. Derrière la camionnette, légèrement floue mais toujours lisible, se trouvait un vieux panneau avec un nom de rue qu'elle avait vu quelque part récemment. Son cœur rata un battement. Elle minimisa WhatsApp, ouvrit un dossier de site sur son ordinateur portable et fit défiler les rapports de Travis. Le même nom de rue la regardait depuis un document PDF. Sa bouche devint sèche. Lentement, elle vérifia les coordonnées, les points de repère, tout. Pas d'erreur. La camionnette sur la photo d'Alan était garée carrément sur leur terrain de la gare routière nouvellement acquis. Pendant un long moment, elle resta juste assise là, prise entre le rire et l'incrédulité. La vie avait fait une blague cruelle et parfaite.
Le même garçon qui s'était moqué de ses rêves et l'avait quitté parce qu'elle n'était pas à son niveau avait maintenant planté sa possession la plus fière sur un terrain dont elle était copropriétaire. Il ne le savait pas. Pour lui, c'était encore son histoire de gloire. Le pauvre garçon achète une camionnette, offre un toit à son ex. Pour elle, cela ressemblait maintenant à une petite boîte en métal violant sa future propriété. Elle couvrit sa bouche de sa main, un son étrange s'échappant, moitié rire hystérique, moitié sanglot étouffé. « Dieu, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle. La colère monta, puis se refroidit en quelque chose de plus lourd, de plus profond, un sentiment d'ironie divine qui lui fit piquer les yeux. Ce n'était pas juste une coïncidence. C'était comme si un miroir était tendu vers leurs deux vies. Cette nuit-là, de retour dans la pièce unique familière, toujours exiguë mais maintenant légèrement améliorée avec un meilleur matelas et une petite télé, Peggy était allongée sur le dos, le téléphone sur la poitrine, fixant le plafond. Rita faisait défiler TikTok de l'autre côté du lit, un écouteur dans l'oreille, riant de temps en temps. « Tu es trop calme », dit finalement Rita en retirant un écouteur. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Peggy hésita, puis lui montra la discussion. Rita s'assit. « Attends, il a acheté une camionnette et maintenant il t'invite à venir vivre dedans. Comme une faveur ?» Son visage se tordit. « Il va bien ?» La colère flamba à nouveau. La tentation de répondre par une seule phrase, « Tu as garé ta camionnette sur mon terrain », brûlait dans la gorge de Peggy. Percer son orgueil en une ligne semblait dangereusement doux. Elle la tapa, fixa les mots, puis les effaça. Taper et effacer devint sa propre forme de guerre. « Pourquoi pas ?» Dis-lui simplement, demanda Rita, perplexe. « Si c'était moi, je l'aurais fini avec des grands mots. » Peggy soupira. « Si je réponds sous le coup de la colère, je dirai des choses que je ne pourrai pas retirer. Et il pensera que je suis venu ici pour frimer. » Elle tourna son visage vers le mur. « Tu ne comprends pas. C'est plus grand qu'une simple réplique cinglante. » Rita se recoucha en marmonnant. « Je comprends assez pour savoir qu'il mérite une bonne leçon. » Peggy sourit faiblement dans le noir. Seule avec ses pensées, elle se souvint de la fille qui croyait autrefois qu'Alan était son seul pont hors de la pauvreté. La fille qui aurait couru vers n'importe quel abri qu'il offrait, même une vieille camionnette. Des larmes glissèrent silencieusement dans ses cheveux. « Dieu, » murmura-t-elle. « Je vois ce que tu fais. Aide-moi à ne pas tout gâcher avec ma bouche. » Au matin, sa décision se solidifia. Elle irait à la réunion, pas comme la fille qui l'avait laissée, pas comme la femme venant pour frimer, mais comme quelqu'un prêt à fermer un cercle en se tenant fermement sur ses propres pieds. Le lendemain au bureau, les discussions sur le terrain de la gare routière s'intensifièrent. Glenn convoqua une brève réunion. « Nous devons visiter le site avec quelques investisseurs potentiels samedi », annonça-t-il. Ils sont en ville brièvement. Les premières impressions comptent. Il regarda Travis. « Assure-toi que la logistique est impeccable. » Puis, presque nonchalamment, il se tourna vers Peggy. « Tu as découvert ce corridor. Tu devrais être là. Monte avec les visiteurs. » Travis hocha la tête. « On peut utiliser la Rolls », suggéra-t-il. Peggy cligna des yeux, confuse. Le cabinet avait un partenariat avec un concessionnaire de voitures de luxe qui leur prêtait occasionnellement une Rolls-Royce pour des visites de haut profil, une astuce marketing qui impressionnait toujours les gros clients. Elle était généralement réservée aux membres du conseil. « Moi » demanda-t-elle en se montrant du doigt. Glenn sourit. « Pourquoi pas ? Tu es une partie de la raison pour laquelle cette affaire existe. Nos invités devraient voir les gens derrière les chiffres. » Alors que la réunion continuait, l'esprit de Peggy tourbillonnait. Le même week-end où Alan voulait lui montrer sa vieille camionnette dans la vraie vie, son patron lui remettait les clés symboliques d'une Rolls-Royce. Dans le couloir, Travis capta son expression. « Tu as l'air de quelqu'un qui vient de voir ses résultats d'examen, » plaisanta-t-il. Elle rit nerveusement. « C'est juste surréaliste. » Ce soir-là, alors qu'elle repassait sa robe en Ankara à la maison, Rita observait depuis le lit. « Alors tu vas débarquer dans son quartier en Rolls-Royce » demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Peggy secoua vivement la tête. « Ce n'est pas à propos de lui. C'est pour les investisseurs. Je ne peux pas contrôler la voiture qu'ils nous ont donnée. » Mais à l'intérieur, elle sentait la poésie de la chose pressée contre ses côtes. Elle n'avait pas orchestré cela.
Elle n'avait supplié personne pour épater son ex. La vie elle-même mettait en scène quelque chose. Tout ce qu'elle avait à faire était de se présenter et de ne pas se défiler. Le samedi matin se leva avec un soleil doux et réticent. Peggy se réveilla avant son réveil, le cœur battant déjà plus vite. Elle prit son temps pour se préparer, choisissant une robe en encara simple mais bien ajustée, au ton terreux. Des talons bas avec lesquels elle pouvait marcher sur un terrain accidenté, peu de bijoux. Dans le miroir, elle étudia son reflet. La fille qui utilisait autrefois la poudre d'un poudrier partagé avait disparu. Cette femme portait toujours le même visage mais se tenait différemment. « Tu respires l'argent », déclara Rita fièrement, ajustant l'encolure de sa sœur. Leur mère, nouant son pagne, regardait avec une fierté tranquille. « Rappelle-toi juste quelle main t'a élevé, dit-elle doucement. Peggy hocha la tête. « Je sais, maman. » Quand elle sortit, la rue se figea. La Rolls-Royce garée au carrefour ressemblait à quelque chose qui avait pris un mauvais tournant en sortant d'un clip vidéo. Les enfants se rassemblèrent, chuchotant « Regarde la grosse voiture ». Le chauffeur sortit, ouvrant la porte arrière avec une aisance professionnelle. « Bonjour, madame », dit-il. Le mot « madame » semblait encore trop grand, mais Peggy se glissa sur le siège en cuir frais, essayant de ne pas paraître aussi dépassée qu'elle l'était. Alors qu'ils traversaient des itinéraires familiers, les souvenirs se superposaient aux paysages défilants. Ici, elle avait autrefois marché avec des seaux d'eau, là, elle avait pleuré après avoir vu Alan avec une autre fille. Maintenant, les gens se retournaient pour regarder la voiture passer silencieusement. Certains levaient même leur téléphone pour enregistrer. Elle pressa sa paume contre sa poitrine, murmurant un merci, alors que la ville se réorganisait autour d'elle. Plus ils approchaient de la gare routière, plus son estomac se nouait. Quelque part devant, Alan attendait, téléphone en main, s'attendant à une version d'elle qui n'existait plus. Le bruit frappa en premier, klaxons retentissant, contrôleurs criant les destinations, vendeurs ambulants se faufilant dans la circulation. La Rolls-Royce tourna dans la rue accidentée et familière menant vers la cour qui se trouvait sur leur nouveau terrain. Il était là. Alan se tenait appuyé contre une vieille camionnette repeinte comme si c'était un manoir, le torse bombé, le téléphone levé, la caméra enregistrant déjà. Quelques garçons du quartier traînaient à proximité, regardant avec une curiosité amusée. Ils s'attendaient clairement à un drame, peut-être une Peggy stupéfaite et mal habillée arrivant de la route principale, un petit sac à la main, les yeux écarquillés devant sa réussite. Au lieu de cela, il regarda la confusion lente s'installer sur son visage alors que la Rolls-Royce glissait jusqu'à un arrêt doux directement devant lui, la poussière tourbillonnant autour de sa carrosserie brillante. Le chauffeur sortit, ajustant sa casquette avant d'ouvrir la porte arrière. À l'intérieur, Peggy inspira profondément, puis sortit ses jambes, ses talons touchant le sol poussiéreux. Le soleil capta sa robe, ses cheveux soigneusement tressés, la posture calme de ses épaules. Pendant un instant, la cour devint plus silencieuse, les regards passant de la voiture à son visage. Le téléphone d'Alan trembla, l'enregistrement en direct capturant maintenant sa propre mâchoire qui tombait. « Peggy » bégaya-t-il, baissant le téléphone sans s'en rendre compte. « Non, toi, tu sors de cette voiture ?» Elle esquissa un petit sourire courtois. « Bonjour, Alan. » Il rit nerveusement, essayant de se reprendre. « Ah, regarde la vie, alors tu suis les grands hommes maintenant, Abby. Regarde le niveau », sa voix était tendue, sa bravade s'effritant sur les bords. Elle ne dit rien, ferma simplement la porte de la voiture doucement, s'ancrant dans le fait qu'elle n'était pas venue ici pour jouer un rôle, mais tout autour d'elle ressemblait déjà à une scène. Avant que Peggy ne puisse répondre à ses piques, un autre véhicule, un SUV pratique, arriva derrière eux. Travis sortit avec 2 collègues, les mains pleines de plans enroulés et de porte-blocs. « Ah, nous sommes pile à l'heure », appela-t-il en l'apercevant. « Peggy, tu es déjà là. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, fronçant les sourcils devant la camionnette occupant l'espace central, se tournant vers l'un des employés, il demanda. « Est-ce l'homme têtu dont tu as parlé, celui qui a garé cette vieillerie et a refusé de bouger ?» L'employé hocha la tête. « Oui, monsieur, il dit que personne ne peut le toucher. » Travis secoua la tête, s'adressant à Peggy et à l'équipe assez fort pour que tout le monde entende. « Ne t'inquiète pas. Une fois que nous aurons fini avec le préavis approprié, nous l'évacuerons. Les papiers du terrain sont propres. De clôture à clôture, cet endroit est à nous maintenant. » Ces mots tranchèrent le bruit comme une cloche.
Le visage d'Alan perdit sa couleur. Attends, ce terrain. Non, vous le possédez, murmura-t-il, la voix soudainement petite. Ses yeux passèrent de Travis à Peggy, puis à la camionnette, puis aux hommes tenant les plans du site. Posséder comment? Peggy soutint son regard fermement, voyant dans son expression le moment où la réalité se réécrivait. Notre entreprise l'a acheté, dit-elle doucement. J'ai une part dans le projet. Nous construisons un mini-domaine ici. Les garçons qui traînaient à proximité se redressèrent, leur intérêt piqué au vif. Le téléphone d'Alan pendait oublié dans sa main. Mais je viens de finir de payer pour cette camionnette, bégaya-t-il. J'allais te montrer que je suis un homme maintenant, que je peux prendre soin de toi. Je pensais que tu étais toujours coincé. Chaque mot atterrissait plus lourdement que le dernier. Il devenait douloureusement clair que dans son esprit, elle n'avait jamais bougé. Seule sa camionnette l'avait fait. Le silence les enveloppa un moment, lourd, épais. Peggy sentit le poids des années pressées sur sa poitrine. Les nuits où elle pleurait doucement sur un matelas fin, les insultes sur la vente de pain et les niveaux, le soleil qui assombrissait sa peau pendant qu'elle parcourait des parcelles en brousse. Maintenant, debout sur une terre qu'elle possédait partiellement, regardant le garçon qui avait autrefois défini sa valeur, elle ne ressentait pas de triomphe jubilatoire. Elle se sentait juste arrivée. Alan, commença-t-elle, la voix calme, tu m'as dit un jour que les filles comme moi finissent par vendre du pain. Tu as dit que je devrais être reconnaissante si je devenais ta femme de chauffeur. Il grimace, les yeux baissés vers le sol. Peggy, je t'en prie, marmonna-t-il, la honte s'infiltrant dans son ton. J'étais stupide. Je racontais n'importe quoi. Il leva la tête, le désespoir perçant. Aide-moi. Parle-leur juste. Peut-être qu'ils peuvent laisser un petit espace. Je peux être gardien, concierge, n'importe quoi. Je veux juste. Je ne veux pas que tout s'effondre. Le cœur de Peggy se serra. Pour la première fois, elle voyait au-delà de son ego, la peur en dessous. La camionnette derrière lui, autrefois symbole de fierté, ressemblait maintenant à un minuscule navire rouillé dans une mer qui ne lui appartenait pas. On ne construit pas la vie d'une femme sur une camionnette en appelant cela le destin, dit-elle doucement. Tu te construis toi-même, le caractère, le respect d'abord, pas juste du métal sur des roues. Il déglutit, les larmes brillant dans ses yeux. Je pensais que tu mendiais toujours chez un propriétaire quelque part, avoua-t-il. Je voulais te montrer que j'avais réussi, que je pouvais enfin te porter. L'ironie lui donna presque envie de rire et de pleurer à la fois. Tu m'as quitté parce que je n'étais pas à ton niveau. Maintenant tu demandes un coin sur mon projet. Elle secoua la tête, non par moquerie, mais dans la reconnaissance sobre du chemin parcouru. Le pouvoir était avec elle maintenant, mais cela ressemblait à une responsabilité, pas à une arme. Peggy prit une lente inspiration, sentant chaque année entre la fille qui attendait autrefois près des caniveaux les promesses d'Alan et la femme se tenant maintenant en talons sur un sol que des documents légaux disaient qu'elle possédait en partie. On te donnera du temps, dit-elle finalement, se tournant vers Travis. Suivons la procédure régulière. Pas de harcèlement nocturne, pas de drame policier. Un préavis correct, un délai raisonnable. Travis hocha la tête, surpris mais respectueux. Bien sûr, répondit-il. Elle fit face à Alan à nouveau. Personne ne te jettera dehors comme une ordure, continua-t-elle doucement, mais le domaine doit se faire. Nous ne pouvons pas construire l'avenir sur un passé qui m'a insulté. Ses yeux se remplirent complètement maintenant. Alors c'est ça, murmura-t-il. Pas de seconde chance, pas de version ou nous. Sa voix s'éteignit. Elle lui adressa un petit sourire triste. Il fut un temps où je serais monté dans cette camionnette avec joie, pensant que je m'échappais, mais j'ai dû apprendre à en sortir par moi-même. Alors qu'elle se tournait vers l'équipe, le vent souleva un peu de poussière autour de ses pieds. Travis, appela-t-elle, la voix ferme. Commençons la visite du site. Ils traversèrent le terrain, discutant des emplacements possibles des boutiques, des voies d'accès, de la hauteur des bâtiments. Peggy montra les voies de drainage naturel, les meilleurs endroits pour l'entrée et la sortie, l'esprit pleinement engagé dans l'avenir. Du coin de l'œil, elle vit Alan debout à côté de sa camionnette, les épaules affaissées, la regardant évoluer parmi les plans et les possibilités, comme si elle avait toujours eu sa place ici. La vieille camionnette, autrefois destinée à être la scène de son humiliation, rétrécit pour retrouver sa véritable identité, juste un véhicule, temporaire, limité.
La terre en dessous, cependant, portait son lendemain. Alors qu'elle regardait l'étendue, le sol poussiéreux ne lui rappelait plus la pauvreté. Il lui rappelait le processus. Le chapitre de sa vie liée à Alan ne claqua pas brutalement. Il se ferma lentement, complètement, comme une porte qu'elle franchissait enfin selon ses propres termes, sans regarder en arrière. Voici le verset biblique, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe 22, verset 29. Morale de l'histoire, ne mesurez jamais votre valeur à l'endroit où vous commencez ou à qui vous a un jour rejeté. La croissance prend du temps, de l'humilité et de la persévérance. Ceux qui se moquent de votre processus comprennent souvent mal votre but. Restez concentrés, construisez en silence, et laissez votre constance parler quand les mots manquent. Prière de clôture, Seigneur, donne-nous la force d'endurer les humbles débuts, la sagesse de grandir sans amertume, et la grâce de rester ancré quand l'élévation arrive. Apprends-nous à faire confiance au processus que tu façonnes et aide-nous à avancer sans peur ni orgueil. Amen. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Donnez votre avis dans la section commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti dès que nous sortons nos prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.